Tout le monde croit que s'éloigner, c'est tourner la page. Mais si je vous disais que, parfois, ce n'est que le début de l'histoire, et pas une histoire douce, non. Une vérité qui gratte, qui dérange, qui ne vous lâche pas, même à des kilomètres. Vous avez déjà senti ce silence qui pèse plus qu'une dispute. Celui qui vous oblige à affronter des vérités que vous auriez préféré laisser dormir. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans ce voyage silencieux où l'homme qui fuit découvre que ce qu'il croyait laisser derrière lui n'a jamais cessé de marcher à ses côtés. Vous verrez pourquoi certaines distances ne protègent pas, mais dévoilent. Pourquoi, parfois, ce qu'on fuit nous rattrape au moment où l'on s'y attend le moins. Et si vous vous reconnaissez dans ces mots, restez. Parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer la manière dont vous voyez vos propres départs. Installez-vous, ouvrez votre esprit, et laissez-moi vous montrer que ce que l'on croit fuir n'est souvent qu'un rendez-vous avec soi-même. Si ce genre de contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez un like. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une vidéo, c'est peut-être le miroir que vous attendiez depuis longtemps. Il y a des hommes qui, un jour, choisissent de s'éloigner. Pas par caprice, ni par lâcheté, mais parce qu'un silence intérieur les appelle. Ce départ n'est pas une fuite vers l'inconnu, mais un recul nécessaire pour voir ce qui, de trop près, leur échappait. Imagine un peintre qui recule de sa toile. Il ne renonce pas à son œuvre, il cherche juste à mieux la comprendre. C'est dans cette distance que l'histoire commence à prendre un sens inattendu. Lorsqu'un homme s'éloigne, il croit souvent qu'il se libère de poids inutiles. Mais il découvre rapidement que ce qui pèse le plus n'est pas ce qu'il laisse derrière, mais ce qu'il emporte en lui. Les souvenirs, les erreurs, les regrets. Ils le suivent comme une ombre, peu importe la distance parcourue. Et, parfois, il réalise que cette ombre est la seule compagnie qu'il n'a pas choisie. Il est curieux de constater que l'espace et le temps ne diluent pas les vérités profondes. Au contraire, il les concentre. Un mot blessant prononcé, il y a des années peut résonner plus fort quand on croit l'avoir oublié. Un geste trahi, un regard évité. Ces éclats du passé reviennent, comme des éclairs dans un ciel que l'on croyait apaisé. Dans cette solitude volontaire, l'homme se confronte à ses propres contradictions. Il découvre qu'il est à la fois le juge et l'accusé dans un procès intérieur dont il ne peut s'échapper. Même dans les paysages les plus lointains, il entend cette voix muette qui lui murmure « Tu sais pourquoi tu es parti, mais sais-tu vraiment ce que tu cherches ?» Un exemple concret, certains quittent une relation pensant y trouver la paix, et pourtant, chaque silence de la nouvelle vie leur renvoie l'écho de ce qu'ils ont fui. Comme celui qui change de ville pour recommencer, mais emporte dans ses bagages les mêmes habitudes, les mêmes peurs. On peut fermer une porte, mais on ne ferme pas un cœur comme on verrouille un tiroir. Ce départ, en apparence physique, devient une traversée psychologique. Chaque étape du chemin révèle un souvenir, une émotion enfouie, une vérité qu'il n'avait pas le courage d'affronter auparavant. Et plus il avance, plus il comprend que ce qu'il fuit n'est pas l'autre, mais une partie de lui-même qui exige des comptes. Parfois, il cherche à se distraire pour éviter cette confrontation. Travail, voyage, nouvelles rencontres, autant de moyens pour occuper ses mains et détourner ses yeux. Mais il apprend vite que l'oubli forcé est comme une couverture trop courte. Il laisse toujours un coin de l'âme exposé au froid de la vérité. Et alors, au moment où il croit enfin s'être éloigné de tout, une situation banale, un parfum dans la rue, une chanson à la radio, le ramène brutalement à ce qu'il voulait ignorer. C'est là qu'il commence à pressentir que la distance n'est qu'un décor, et que la véritable fuite ou reconquête se joue ailleurs, dans un terrain qu'il n'a pas encore osé explorer. Quand un homme prend conscience que la distance ne l'a pas libéré, il entre dans une phase plus subtile, celle de l'observation silencieuse. Il ne revient pas encore, mais il regarde. Comme un marin qui, depuis le large, observe les côtes qu'il a quittées, il scrute les visages, les gestes, les instants qu'il croyait effacés. Cette observation à distance, loin de l'apaiser, éveille en lui une curiosité nouvelle. Il se surprend à analyser des détails auxquels il n'avait jamais prêté attention. Un mot, à l'époque insignifiant, prend aujourd'hui une profondeur insoupçonnée. Un choix, jadis critiqué, se révèle soudain justifié. Cette relecture du passé, alimentée par la distance, agit comme un prisme, elle décompose la lumière brute des souvenirs en vérités multiples et parfois contradictoires. Dans cette position d'observateur, il développe une lucidité particulière. Il voit les erreurs des autres, mais surtout les siennes. C'est comme relire une vieille lettre et s'apercevoir que les phrases qu'on croyait comprendre signifiaient en réalité autre chose. Cette lucidité est inconfortable, car elle ne laisse plus la place aux illusions commodes. Un exemple concret. Imagine un homme qui, après avoir quitté son travail dans un accès de colère,
observe quelques mois plus tard la même entreprise à distance. Il réalise que les tensions qu'il fuyait n'étaient qu'une partie du problème et que ses propres réactions en étaient une autre. Le recul transforme ses certitudes en questions. Ce regard neuf réveille en lui un mélange de regret et d'admiration. Regret pour ce qu'il n'a pas su apprécier, admiration pour ce qu'il a enfin compris. Mais cette double émotion ne suffit pas à le pousser à agir. Pour l'instant, il préfère contempler, apprendre, disséquer. Comme si, à force de comprendre, il pourrait un jour réécrire l'histoire. Pourtant, il sait qu'aucune observation, aussi fine soit-elle, ne remplacera l'expérience directe. On peut étudier la mer pendant des années depuis la plage, mais on ne comprendra jamais ses profondeurs tant qu'on n'y plonge pas. Ce constat se fait doucement, comme une marée qui monte sans bruit. Ce moment d'analyse prolongée nourrit un sentiment étrange. Plus il comprend, plus il ressent le poids de ce qu'il devra affronter s'il décide de revenir ou de changer. La clarté n'est pas toujours un soulagement. Parfois, elle est une charge. Mais il pressent que cette charge est le prix à payer pour avancer. Et ainsi, sans s'en rendre compte, son regard commence à se tourner non plus seulement vers ce qu'il a laissé derrière, mais vers lui-même. Ce qu'il observe chez les autres devient un miroir, et dans ce miroir, il aperçoit un visage qu'il connaît mal et qu'il ne pourra bientôt plus éviter. À ce stade, l'homme ne se contente plus d'observer, il commence à dialoguer avec lui-même. Pas ces monologues rapides et superficiels qu'on se raconte pour se rassurer, mais de vraies conversations intérieures, celles qui ne pardonnent pas les demi-vérités. Il se surprend à poser des questions qu'il n'aurait jamais osé formuler face à quelqu'un d'autre. Et surtout, il attend les réponses. Ces dialogues intérieurs prennent parfois la forme de débats houleux. Une partie de lui justifie ses choix, l'autre les démonte méthodiquement. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même. Chaque coup brillant est suivi d'une contre-attaque implacable. Dans cette partie, il n'y a ni vainqueur ni perdant, seulement une vérité qui s'affine à chaque mouvement. Il découvre que beaucoup de ses décisions passées n'étaient pas motivées par la raison, mais par la peur. Peur de perdre, peur de souffrir, peur de se révéler vulnérable. Et il comprend que cette peur, loin d'avoir disparu avec la distance, s'est installée encore plus profondément, déguisée en prudence ou en bon sens. Exemple concret. Un homme qui refuse de reprendre contact avec un ancien ami parce qu'il n'y a plus rien à dire. En réalité, ce qu'il craint, c'est le moment où il devra admettre qu'il a blessé cette personne. Ce n'est pas l'absence de mots qui le retient, mais l'excès de vérité non dite. Ces prises de conscience le poussent à revisiter certains souvenirs qu'il évitait soigneusement. Il s'aperçoit que la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle, mais un montage sélectif où l'on coupe certaines scènes et où l'on en rallonge d'autres. Et plus il regarde, plus il sent que certaines coupures étaient faites pour protéger son ego, pas pour préserver sa paix. Petit à petit, cette introspection cesse d'être un exercice intellectuel pour devenir un besoin vital. C'est comme boire de l'eau après une longue marche. On ne le fait plus par habitude, mais par nécessité. Il sait désormais que s'il continue à se mentir, il s'empoisonnera avec ses propres illusions. Cependant, ce face-à-face avec soi-même n'est pas sans risque. Trop de vérités révélées d'un coup peuvent déstabiliser, comme un plongeur qui remonte trop vite à la surface. Alors il avance prudemment, alternant entre l'aveu et le silence, le courage et le recul. Et dans ce silence mesuré, une question grandit. Que fera-t-il de toutes ces vérités accumulées? Les enterrer à nouveau? Ou les utiliser pour franchir un seuil qu'il n'a encore jamais osé dépasser? C'est alors qu'il entre dans une phase où l'action devient inévitable. Après avoir observé et dialogué avec lui-même, il sent que rester immobile reviendrait à trahir ce qu'il a découvert. Mais agir, c'est accepter de quitter le confort relatif de l'analyse pour affronter le réel, avec ses imprévus et ses conséquences irréversibles. Et cette idée le fait à la fois frissonner et hésiter. Il commence par de petits gestes, presque insignifiants. Un message envoyé après des mois de silence, un lieu revisité par hasard, un objet du passé ressorti d'un tiroir. Ces actions ne sont pas encore des déclarations ouvertes, mais elles marquent une transition. L'observation se transforme en engagement. Et avec chaque geste, la peur recule d'un pas. Pourtant, agir ne signifie pas toujours avancer en ligne droite. Parfois, il fait un pas en avant et deux en arrière. Il se promet d'affronter une vérité, puis trouve 1000 raisons pour repousser l'échéance. Comme un nageur qui s'élance vers le large, mais se retourne constamment pour vérifier la distance avec la rive. Exemple concret, il reprend contact avec une personne qui l'a blessé, mais à la première tension, il disparaît à nouveau. Ce n'est pas de la mauvaise volonté,
mais la démonstration que certaines batailles intérieures nécessitent plusieurs assauts avant de trouver la victoire. Dans ce processus, il apprend que l'action est aussi un révélateur. Elle montre ce que l'observation seule ne pouvait pas dévoiler. Les réactions imprévisibles des autres, la résistance du monde extérieur, et surtout, ses propres limites émotionnelles. Chaque tentative devient un miroir, reflétant à la fois sa force et ses failles. Le mouvement, même imparfait, le transforme. Là où il y avait hésitation, une certaine confiance commence à germer. Pas cette confiance bruyante qui cherche l'approbation, mais une assurance discrète, celle qui naît de la certitude qu'on avance, même si le rythme est lent. Il réalise aussi que chaque action a un coût, pas seulement en temps ou en énergie, mais en vulnérabilité. Car chaque geste vers l'autre, chaque parole dite, ouvre la porte à un possible rejet. Mais il sait désormais que ce risque fait partie du chemin et qu'il vaut mieux être blessé en avançant que rester intact en fuyant. Et ainsi, tout en sentant encore le poids du doute, il pressent que l'étape suivante ne sera plus de petites actions isolées, mais un choix décisif, celui qui pourra redéfinir complètement la trajectoire qu'il suit depuis son éloignement. Vient enfin le moment où il comprend que le choix qu'il s'apprête à faire ne pourra pas être effacé. Ce n'est plus un test, ni une tentative timide, c'est une décision qui engage son futur, pour le meilleur ou pour le pire. Et ce poids, bien que terrifiant, a quelque chose de libérateur. Car il sait que rester au milieu du gué n'est plus une option. Il mesure tout ce que cette décision implique. Elle peut briser des ponts, mais aussi en reconstruire. Elle peut clore un chapitre ou en ouvrir un nouveau. Comme un joueur d'échecs qui avance sa reine, il sait qu'après ce coup, la partie ne sera plus la même. Et cette conscience aiguë l'oblige à choisir avec plus de lucidité que jamais. Il se souvient alors des étapes qui l'ont mené ici. La fuite initiale, l'observation distante, le dialogue intérieur, les premières actions hésitantes. Tout cela converge maintenant vers ce point unique, comme si chaque pas avait été une préparation silencieuse à cet instant précis. Exemple concret. Un homme qui décide de retourner voir la personne qui l'a quitté, non pour réparer ce qui a été, mais pour parler enfin sans mensonge. Il ne cherche plus à sauver l'image qu'on a de lui, mais à vivre en accord avec ce qu'il a découvert sur lui-même. Cette décision n'est pas exempte de peur. Au contraire, elle la réveille encore plus fort. Mais il comprend que la peur est le signe qu'il se trouve sur un terrain important. Car les décisions qui changent une vie sont rarement confortables. Elles viennent avec ce vertige qui précède les grands sauts. En avançant vers ce moment, il sent que quelque chose en lui s'apaise. Pas parce qu'il sait comment tout finira, mais parce qu'il accepte enfin que l'issue ne dépende pas uniquement de lui. Il a semé, il a arrosé, il a attendu. Et maintenant, il est prêt à voir ce que la vie fera pousser. Il perçoit également que, quelle que soit la réponse du monde extérieur, il sortira transformé. Car la véritable victoire n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais de ne plus être prisonnier de ce qu'on évite. Et cette liberté-là, il sait qu'aucune distance ne pourra jamais la lui retirer. Et ainsi, avec une respiration profonde, il s'avance vers ce point de non-retour, conscient que ce qu'il va découvrir au-delà de cette ligne sera peut-être la vérité qu'il craignait, ou celle qu'il espérait sans jamais l'avouer. Alors, qu'allez-vous faire de cette vérité? Continuez à mettre des kilomètres entre vous et ce que vous craignez. Ou enfin, tournez les yeux vers ce visage dans le miroir. Vous savez désormais que la distance ne suffit pas, que l'oubli n'existe pas vraiment, et que chaque fuite porte en elle le germe d'un retour. Peut-être que la question n'est pas faut-il revenir, mais comment vivre après avoir vu clair? Et cette réponse, personne ne pourra la formuler à votre place. Mais si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est prêt à faire un pas de plus, même si ce pas fait trembler vos certitudes. Dites-moi en commentaire, quelle est cette vérité que vous avez tenté de fuir et qui vous rattrape encore aujourd'hui? Parce que, parfois, la partager est déjà le premier pas pour ne plus la craindre. Si ce voyage intérieur vous a parlé, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'ici, on ne se contente pas de fuir, on apprend à se retrouver.